Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à un commentaire de Vincent Herweg sur le plateau de Pascal Praud sur CNews où il constate la fin de l'Occident tel que nous l'avions connu ou tel que nous l'avions conçu jusqu'ici, parce qu'il constate que désormais l'administration Trump est en train de matérialiser la séparation ou la divergence des États-Unis avec l'Europe. Nous allons illustrer les propos de Vincent Herweg à travers une série de vidéos qui montrent que les Américains sont en train définitivement de tourner la page de l'ancienne conception du monde et qu'eux, ils sont en train de prendre de l'avance comme toujours sur les Européens. Le monde unipolaire avec l'hégémon américain n'existe plus et maintenant nous sommes en train de revenir vers un monde multipolaire où le dindon de la farce sont les Européens qui avaient suivi aveuglement Joe Biden. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Vous savez, il y a des événements, il y a des dates comme ça qu'on retient. Alors, il y a tous les grands rendez-vous terroristes qui ont fait basculer le monde, le 11 septembre, le 7 octobre, etc., dont on voit les conséquences immédiatement, qu'il y aura des conséquences lourdes à moyen terme, à long terme, sans pour autant d'ailleurs obligatoirement voir très bien ce qui s'est passé. Il y a eu, en France, il y a eu juin 40, et la France a failli y mourir. Il y a eu soi-disant 56 et la fin des empires coloniaux. Et là, ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu 3 événements coup sur coup. Il y a eu le coup de fil de Donald Trump à Vladimir Poutine, le réhabilitant. L'appel a duré près d'1 heure et demie et a été qualifié de très productif par Donald Trump. Le président américain est convenu avec Vladimir Poutine de débuter immédiatement les négociations sur l'Ukraine, des discussions qui pourraient rapidement donner de premiers résultats selon lui. Nous avons parlé avec Poutine de la possibilité d'un cessez-le-feu pour que les morts cessent et je pense que nous y parviendrons dans un futur pas trop lointain. D'après Washington et Moscou, les 2 hommes ont prévu de se rendre visite dans leurs pays respectifs. Une première rencontre devrait même avoir lieu en Arabie Saoudite. Dans la foulée de l'appel, le président américain a informé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de la conversation. Une chronologie qui marque déjà la rupture avec la politique de soutien à l'Ukraine initiée par Joe Biden. On aurait presque l'impression en fait que les éléments de langage ont été puisés dans... Et regardez, c'est qui vient pleurer. Nicolas Tenzer. Je ne sais même pas comment est-ce que ce mec-là donne cours à Sciences Po. Et quand on voit toutes les déclarations qu'a dit ce monsieur sur le plateau de LCI, on se demande bien qu'est-ce qu'on met dans la tête de l'élite française et pourquoi l'élite française est en train de s'écrouler à l'œil nu devant nous. Parce que si les élites françaises qui forment les soi-disant les dirigeants ou les cerveaux français de demain sont capables de pondre des raisonnements basés uniquement sur leur idéologie et leur haine pour former les cerveaux de demain, comment voulez-vous que ce pays progresse? Et écoutez un peu comment il parle. La livre de recettes du Kremlin. Vraiment, tout est... On a vraiment l'impression d'une sorte d'abandon total de l'Ukraine. Ces annonces interviennent en effet après une série de déclarations défavorables à Kiev de la part de Washington. Lundi, Donald Trump n'a pas exclu la possibilité que les Ukrainiens deviennent russes un jour. Il y a eu ensuite le discours de J.D. Vance, son vice-président, incriminant les Européens en montrant à quel point ils sont décadents et qu'ils ne méritent pas la démocratie, qu'ils ne sont plus à la hauteur du défi de la liberté. Je viens donc ici aujourd'hui non seulement avec une observation, mais aussi avec une proposition. L'administration Biden semblait prête à tout pour faire taire les gens qui exprimaient leur opinion, mais l'administration Trump fera exactement le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville, sous la direction de Donald Trump, sur ce qu'elle appelait la désinformation. Notre propre gouvernement, aujourd'hui non seulement avec une observation, mais être une vérité évidente. Je viens donc ici aujourd'hui non seulement avec une observation, mais aussi avec une proposition. L'administration Biden semblait prête à tout pour faire taire les gens qui exprimaient leur opinion, mais l'administration Trump fera exactement le contraire.
et j'espère que nous pourrons travailler ensemble. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Sous la direction de Donald Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, d'accord ou pas d'accord. Voilà. Ce point-là est le plus capital. Il dénonce la collusion, la complicité de l'ancienne administration américaine, celle de Biden, dans la censure et les violations de la démocratie qu'ont commis et les Américains et les Européens. Et il dit qu'il y a un nouveau shérif en ville et que désormais les choses vont changer. Et il passe au-dessus de tous ces Européens, de tous ces élites européens. C'est pour cela que vous les voyez, ils ne le disent pas, ils ne bougent pas. Parce qu'il leur a fait comprendre que vous soyez d'accord avec nous ou pas, nous allons nous battre pour votre droit à la liberté d'expression, que vous le vouliez ou pas. Et là, il ne s'adresse pas aux élites européennes, parce qu'eux, ils ont confisqué la liberté d'expression et la démocratie. Il s'adresse à la population européenne, parce qu'il sait quel rôle ont joué tous ces traîtres qui sont là dans le fait de compliquer l'accession au pouvoir de Donald Trump. Lors de son élection contre Biden perdue, et même lors de ces élections, nous avons suivi ici, sur cette chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos qui montrent à quel point en Europe, Kamala Harris a bénéficié d'un narratif totalement mensonger tout au long de sa campagne. À part Vincent Herweg, qui de temps en temps disait la vérité, la plupart des médias mainstream voyaient déjà Kamala Harris gagnant. C'était la Obama 2, ou c'était la Obama femme. Elle était brillante alors qu'elle n'a jamais montré en quoi elle était brillante, à part avoir réussi ses études de droit. Mais si ça suffit pour être brillante, la vérité nous a montré que non. Et Trump et J.D. Vance savent que l'USAID, le Deep State et l'Union européenne se sont tous ligués contre eux et voulaient les noyer. Ils ont pratiqué cette censure et c'est pour cela qu'ils voulaient contrôler TikTok, les médias sociaux, parce que c'est principalement là-bas que l'on dément les fausses informations qu'ils font circuler dans les médias mainstream. Et donc ici, J.D. Vance, il vient dire ça parce qu'il sait que le courant de pensée qu'il représente avec Trump est étouffé en Europe. En Europe, toute personne qui aura ou qui a envie de pratiquer une politique populaire qui s'occupe de préoccupations de la population est tout de suite désavouée, diabolisée dans les médias mainstream. Et c'est pour cela qu'il leur dit: nous allons nous battre pour la liberté d'expression et d'opinion pour vous, que vous le vouliez ou non. Là, il ne s'adresse pas à ces élites, il s'adresse à leur population. Et donc, c'est la fin de l'Occident tel que nous l'avons conçu. Parce que de l'autre côté de l'Occident qui est l'Europe, eux, ils veulent s'accaparer le pouvoir aux dépens de la population, tandis que l'hégémon américain a à sa tête aujourd'hui quelqu'un qui a le pouvoir ou qui a eu le pouvoir grâce à sa population. Et donc, qui veut que cela soit aussi possible en Europe. Et puis enfin, ça c'était le dernier point dans les conversations à Munich, les déclarations de l'envoyé spécial américain qui a expliqué que les Européens seraient tenus à l'écart des négociations entre Russes et Ukrainiens. Can you assure this audience that Ukrainians will be at the table and Europeans will be at the table? Oh, well, you just changed the whole dynamic. Victor, thanks for having us today. I appreciate it. The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course the Ukrainians are going to be at the table. I mean, it would be foolish to say they wouldn't. But when you say at the table, you have to define it. One of the things I'm driving towards is we've had a good – remember, this war has been going on now. We're heading into the third year. One of the things we haven't really gotten to are specifics. What does it really look like? And we talk a lot about it, and I will criticize, and I know I'm being very, very
political when I say this. But President Trump inherited this war right now. But our philosophy is not to continue this war to the death of every last Ukrainian. The intent is to stop the carnage, stop the war, make sure it's reasonable, making sure the sovereignty stays intact. But we're going to get to specifics about it. When you say sitting at the table, in all probability, there's really going to be and one of the reasons I'm here is for the input, obviously. But when you sit at the table, there's two protagonists when you look at it, and there's one hopefully to be an intermediary. Okay, who are the protagonists and who's the intermediary? Well, I'm saying is it depends. Notice I'm being very diplomatic about it. I got my diplomatic hat, my passport in my pocket. The fact is, we're looking at, you can have the Ukrainians, the Russians, and clearly the Americans at the table talking, but we've got to have specifics to get to a point. Voilà. Il a dit, premièrement, contrairement à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, nous, notre but, c'est d'arrêter cette guerre avant le dernier Ukrainien. On ne veut pas aller jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et ici, nous n'avons besoin que de deux protagonistes à la table avec nous comme intermédiaires. L'Ukraine et la Russie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les Européens considèrent qu'eux, ils ont besoin d'être à la table. On aurait dit que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas capables de défendre leur souveraineté et leur intégrité par rapport aux Russes. Ou alors, Zelensky lui-même sait pourquoi il est dans cette situation, qu'est-ce qu'on lui avait promis ou qu'est-ce que lui espérait avoir et que pourquoi il semble aussi abattu maintenant qu'il sait que voilà, c'est fini. La réalité qu'on lui disait depuis des semaines, qu'il n'a pas les moyens de battre la Russie, se concrétise, puisque les États-Unis disent que voilà, nous, on ne va plus mettre les mains pour faire continuer cette guerre. Si vous voulez la continuer, ça sera par vos propres moyens ou avec les Européens. Et il sait bien que les Européens n'ont pas les moyens de pouvoir continuer cette guerre, surtout vu l'état de son matériel et de son armée. Les Américains seraient les seuls à l'arbitrer. Donc les Européens sont à l'écart de la négociation de la paix. Face à ses homologues de l'OTAN, le secrétaire d'État à la Défense a quant à lui jugé irréaliste l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance transatlantique et le retour aux frontières d'avant 2014. Des déclarations qui marginalisent l'Europe, grande absente des négociations entre États-Unis et Russie. À Paris, plusieurs ministres des Affaires étrangères tentent de remettre le vieux continent dans le jeu. L'assemblée des losers. Et nous allons voir qu'à la fin, ça va être encore plus important parce que Macron a convoqué tous les losers mis de côté par les États-Unis à venir se réunir aujourd'hui même, ce lundi, à l'Élysée pour pleurer le fait qu'on les a mis hors de la table. Il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens. Et les Européens ne pourront pas apporter leur concours s'ils ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre à la discussion. Non, vous serez associé à la paix. On le sait déjà, vous serez associé à la paix. Vous n'aurez droit à rien d'autre. Mais dans cette vidéo, nous allons petit à petit voir comment les États-Unis ont profité de cette semaine pour mettre la ligne de démarcation entre eux et l'Europe. L'Europe est laissée à lui-même. L'Europe qui a voulu se mettre les Chinois et la Russie à dos est laissée à lui-même à cause de la succession des événements que nous allons voir ici après. Les derniers développements constituent un tournant majeur dans la guerre en Ukraine, près de 3 ans après le début de l'offensive russe contre le pays. Allez, ils auront à fournir les garanties de sécurité, ce qu'on appelle les garanties de sécurité. Ils auront à payer, mais ils auront aussi à se taire. On vous a déjà montré que soi-disant les ministres des Affaires étrangères européens voulaient faire soi-disant les rebelles en disant que voilà, il n'y aura pas d'accord de paix valable sans nous et nous ne jouerons aucun rôle si on ne nous met pas à la table de négociation. Genre, ça voulait faire le malin. Et après, ici, vous avez la chargée de la politique étrangère de l'Union européenne qui voulait faire la maligne ici en déclarant ceci. C'est cette dame, je crois. Attendez, je crois que j'ai mieux. Simply not
this agreement made behind our backs, it will simply not work because you need for any kind of deal, any kind of agreement, you need Europeans to implement this deal. You need the Ukrainians to implement this deal. So, I mean, that doesn't also look good. If somebody agrees something and, everybody else says that, okay, fine, you have agreed, but we will not follow this. Ukrainians will resist and we will support them. Voilà. Elle se confond avec l'Ukraine en disant que nous n'accepterons pas cet accord et l'Ukraine non plus n'acceptera pas cet accord. Alors que Zelensky, depuis, il dit qu'il veut l'accord que les Américains vont lui ramener. Il veut négocier en étant soutenu par les Américains, pas par les Européens. Et il dit que les Européens doivent s'organiser, mais il ne rejette pas ce que font les Européens. Et regardez ici, là, la troupe de losers, les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine, de la Pologne, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de Grande-Bretagne et de l'UE ont exigé la participation de l'Europe aux futures négociations pour résoudre le conflit ukrainien, comme le rapporte. Eh bien, on a vu ce qu'ils auront. Et surtout, j'aimerais encore l'attendre ici pour vous montrer que cette dame ne se soucie pas du sort des Ukrainiens. Et je ne sais pas quel rôle ils veulent venir jouer. Comme on a dit, c'est eux qui avaient négocié Minsk 2. On a vu, c'était pourquoi ils avaient négocié Minsk 2. Ce qui justifie qu'ils ne soient pas dans cet accord. Et écoutez ce qu'elle dit ici. It is clear that any deal behind our backs will not work. Any agreement will need also Ukraine and Europe being part of it. And this is... Le problème, c'est que dans tous ces accords, on n'exclut pas l'Ukraine. On va mettre l'Ukraine là pour qu'elle constate ce qui est négocié. Elle n'aura peut-être pas son mot à dire, mais ce qui est sûr, c'est que les Européens ne seront pas à la table. Puisque ceux qui sont à la base de tout ce problème, majoritairement, ce sont les Européens. En premier lieu, les Anglais. Et donc, à ces déclarations, vous avez, le lendemain de son discours du secrétaire de la Défense, où il a dit que les Européens vont payer eux-mêmes, il vient clarifier la situation en disant ici, le secrétaire américain à la Défense prévient, le président Trump ne permettra à personne de transformer l'oncle Sam à l'oncle Soccer. Donc, en gros, Trump n'acceptera pas que qui que ce soit se foute de la gueule des États-Unis dans ce processus de paix ou dans cette négociation de paix qu'il va entamer. Écoutez. Strongest supporters. He believed in a strong relationship with Europe. However, by the end of Eisenhower's presidency, even he was concerned that Europe was not shouldering enough of its own defense, nearly making, in Eisenhower's words, quote, a sucker out of Uncle Sam. Et donc ici, il rappelle que depuis Eisenhower, les Américains considèrent que les Européens sont incapables de se défendre eux-mêmes et que ce sont des sangsues de l'oncle Sam. Well, like President Eisenhower, this administration believes in alliances, deeply believes in alliances. Et ici, eux aussi, l'administration Trump croit en l'alliance États-Unis-Europe. But make no mistake, President Trump will not allow anyone to turn Uncle Sam into Uncle Sucker. Thank you. And we're... Voilà, c'est prévenu. On n'autorisera personne de se foutre de notre gueule. Ça, c'est par rapport à ces ministres-là, là, des Affaires étrangères et à la porte-parole. Et donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, semble-t-il, c'est que l'Amérique a lâché l'Europe. Well, good afternoon, friends. Thank you, Secretary Healy, for your leadership, both in hosting and now leading the UDCG. This is my first Ukraine Defense Contact Group, and I'm honored to join all of you today. And I appreciate the opportunity to share President Trump's approach to the war in Ukraine. We are at, as you said, Mr. Secretary, a critical moment. As the war approaches its third anniversary, our message is clear. The bloodshed must stop, and this war must end.
President Trump has been clear with the American people and with many of your leaders that stopping the fighting and reaching an enduring peace is a top priority. He intends to end this war by diplomacy and bringing both Russia and Ukraine to the table. And the U.S. Department of Defense will help achieve this goal. We will only end this devastating war and establish a durable peace by coupling allied strength with a realistic assessment of the battlefield. We want, like avec une vision réaliste du combat, si je ne me trompe pas. Une évaluation réaliste du champ de bataille. Pas avec les chimères qu'on attend sur les plateaux télé de LCI, de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas si. Et ici, vous comprenez déjà que là encore, on est en train de tracer une ligne de démarcation. Ici, il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de voir ce qui est possible. Et quand on sait la réalité du terrain, on sait que les Ukrainiens ne sont plus en position de l'ouvrir. Assessment of the battlefield. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Voilà. L'une des premières conditions de Zelensky, et encore on ne dit même pas tout, hein, parce que l'une des premières conditions pour la paix ou pour les négociations de paix, Poutine ne l'a pas oublié, c'est l'abrogation de la loi que Zelensky a fait voter dans son pays interdisant toute négociation avec Poutine. Pour l'instant, moi, je n'ai pas attendu que cette loi ait été abrogée. Et après, la deuxième condition, c'était que les Russes se retirent de l'Ukraine. On vient de lui dire, tu peux oublier ça. Non seulement ce qui est pris est déjà parti, mais on va commencer à partir de ce qu'on aura quand on aura signé la paix. Pas maintenant, de ce qu'on aura quand on aura signé la paix. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. Vous avez entendu? Pour faire la paix, il nous faut des garanties sûres et solides que la guerre ne va pas reprendre. Mais le plus important, c'est pas là. Le plus important, c'est ce qui va être lâché maintenant. Là encore, ligne de démarcation. Et écoutez bien, ayez l'oreille attentif. This must not be Minsk 3.0. Voilà. Ça ne doit pas être Minsk 3.0. Référence à Minsk 2.0. Que tous ces gens-là sur les plateaux télé européens, tous ces menteurs, tous ces propagandistes font semblant d'oublier qu'ils ont menti à la Russie, qu'ils allaient garantir la sécurité du Donbass et de Lugansk, et qu'ils allaient prendre en compte les exigences ou les garanties de sécurité russes par rapport à l'OTAN et aux Européens. Puisque eux-mêmes, ils l'ont dit, ils avaient menti pour préparer les Ukrainiens à affronter les Russes. Et on vous dit que si jamais c'est eux, les Américains, cette administration qui négocie avec la Russie, ça ne sera pas pour refaire ça. Et donc ici, vous avez vu, on remet au centre du jeu la responsabilité des Européens dans ce qui est arrivé à l'Ukraine. Puisque les deux garants, ou les deux principaux garants de Minsk II, c'était la France et l'Allemagne. Souvenez-vous du coup de fil de Macron et Poutine, où Macron faisait le malin en rigolant avec son staff, en pensant que Poutine n'irait pas jusqu'au bout et ferait ce qu'il a fait à l'Ukraine. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Voilà. Et là c'est même plus on peut discuter ou quoi que ce soit, puisque pour intégrer l'OTAN, il faut un vote unanime. Étant donné que là, cette administration vient de dire que c'est niet, donc ça veut dire que pour les 4 prochaines années, il n'y a même pas à discuter de savoir si l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN ou pas. L'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Et donc là encore, l'une des conditions sine qua non posées par Zelensky pour parler de paix vient de voler en fumée. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops.
Et en plus, il dit, il n'y aura pas de troupes de l'OTAN pour garantir la sécurité. Ce sera des troupes européennes et non européennes. Donc, l'OTAN, on n'est pas là-dedans. C'est en Europe, c'est vous les Européens qui allez vous-même mettre vos troupes et d'autres personnes. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. Et en plus de ça, les troupes qui seront déployées ne seront pas protégées par l'article 5 du traité atlantique. Donc ça veut dire que si jamais ça part en sucette et qu'ils se prennent une balle, l'OTAN ne va pas rentrer dans l'embrouille. Cette semaine, l'Amérique a mis une grosse claque à l'Europe. Elle a réveillé l'Europe. Je pense que tous les soumis, tous les young leaders les Davos et tout ça là, ils doivent se couper les veines. Que l'idée qu'on se faisait de l'Occident et que les États-Unis seraient toujours là à la rescousse, eh bien c'est terminé. Voilà. La vérité, c'est que les Européens suivaient aveuglement les Américains et surtout se sont laissés berner par Joe Biden. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Peace out.